Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Moumed, je suis interne en troisième année d'anesthésie et je vais vous présenter un stage junior sur les marqueurs biologiques du sepsis chez la femme enceinte et j'ai été encadré par le docteur Agnès Logouez et Antoine Leclerc. Alors, avant de commencer, on va parler un petit peu du sepsis maternel et en se basant sur le septième rapport de l'enquête nationale sur les morts maternelles de l'INSERM. On apprend donc que le sepsis maternel est responsable de 13 décès sur le trianome 2016 à 2018, ce qui représentait 13% des décès directement en lien avec la grossesse. Ça représente à peu près une mort maternelle par trimestre. C'est un chiffre qui a une tendance à l'augmentation si on compare par rapport aux anciens trianomes. Et surtout, le rapport a démontré une évitabilité de 69%. Donc, si on va dans le détail, donc c'est 13 décès maternels, il y en avait 4 qui étaient liés à des toxi-infections puerpérales. C'est des infections qui ont lieu généralement dans le péripartum. Les germes principaux, c'est le streptocoque A et le Clostridium perfringens. Ce qu'il faut savoir avec ce genre d'infection, c'est que c'est à cause d'elles que les masques sont obligatoires en salle de naissance, parce que c'est des infections, notamment le streptocoque, qui a un portage ORL, oropharyngé, et donc c'est des infections qui peuvent être fulgurantes et causer le décès en quelques heures. Dans les deuxièmes types d'infections qui sont souvent retrouvées chez la femme enceinte en péripartum, on a l'infection intra-utérine, donc qui a été responsable de 6 décès en France entre 2016 et 2018, notamment c'est à E. coli, donc des BGN. Et enfin, il y avait 3 décès qui n'étaient pas documentés. Donc les décès maternels sont heureusement qu'une infime partie des proportions des décès de 2016 à 2018, mais la réalité c'est qu'en fait, pour chaque décès maternel, il y a 50 femmes qui vont avoir des retentissements, donc une morbidité liée au sepsis. On sait qu'une femme sur 1000 qui accouche va développer une infection grave, soit a développé une infection grave avant son accouchement, ou va la développer dans les suites de son accouchement. Donc la morbidité maternelle peut être liée donc aux complications qu'on a l'habitude de voir en soins intensifs, en réanimation, mais ça peut aussi être une morbidité chronique, donc des douleurs pelviennes, une infertilité, etc. Il ne faut pas oublier aussi la morbidité fétale qui est liée au sepsis. Il peut y avoir des accouchements prématurés avec toutes les complications qui en découlent, ou des morts fétales in utero. Donc, pour savoir reconnaître une femme qui a un risque de sepsis, je vais vous présenter les différents facteurs de risque obstétricaux. Le plus important, celui qui est le plus décrit, c'est la césarienne, donc il y a un risque relatif entre 5 et 120 en fonction des études, ici 20,9. La rupture prématurée des membranes de plus de 24 heures avant le travail, la prématurité, l'HPP, la révision utérine, la grossesse multiple, ça c'est les plus importants. On peut aussi noter la PMA, la nulliparité et tous les gestes des obstétriciens en salle de naissance, donc l'accouchement instrumental, les examens gynécologiques répétés, etc. Au niveau des facteurs de risque médicaux, on a donc l'âge maternel, l'obésité, l'insuffisance rénale chronique, la précarité, pour ne citer que. Donc la question qu'on se pose en fait, c'est la difficulté qu'on a à repérer le sepsis, et notamment liée aux modifications physiologiques de la grossesse. C'est le principal obstacle qu'on a en maternité pour détecter les sepsis. On sait qu'une femme enceinte a un nombre de leucocytes qui est naturellement augmenté, d'où la norme qui est à 15 giga par litre, contrairement à la population générale. On sait qu'une femme enceinte a des augmentations des besoins d'oxygène, caractérisées par une baisse de la CRF et une augmentation du volume courant, mais donc qui est aussi plus sujette à l'hypoxie et à la polypnée, donc à la moindre réserve. On sait que les femmes enceintes ont un hypermétabolisme associé à une augmentation du débit cardiaque, comme je vous ai mis ici, les fluctuations du débit cardiaque en fonction du stade de la grossesse. On voit que d'ailleurs, pendant la période du travail, le débit cardiaque peut augmenter jusqu'à 150%. Et donc en fait, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'en fait, l'accouchement, le travail, est considéré en fait comme une épreuve d'effort, et donc on peut retrouver chez ces femmes un taux de lactate qui est bien élevé, et donc ce qui va perturber tous les marqueurs clinico-biologiques qu'on peut utiliser en pratique courante pour détecter un sepsis grave. On a enfin une augmentation de la volémie et une hémodilution. Donc de par tous ces facteurs, on a des difficultés à prédire le sepsis chez les femmes enceintes. Donc on a vu des modifications à la fois cliniques mais aussi biologiques qui peuvent interférer avec les scores clinico-biologiques. Donc on va commencer
On va rentrer dans le fil du sujet en parlant d'une première étude de Samuel Dockery dans le BJOG. Donc c'est une étude qui va s'intéresser au taux de lactate pendant le travail chez les femmes enceintes. Il y a la CRP qui a également été mesurée. C'est une étude observationnelle rétrospective qui inclut 1200 femmes enceintes et toutes de grossesse physiologique. Donc, avant de parler du lactate, on va juste commencer à parler de la CRP. Donc, dans cette étude-là, au moment du travail jusqu'à 24 heures après l'accouchement, donc sur les 1200 femmes, on avait une médiane de CRP à 42,8 avec un intervalle interquartier allant de 17 à 90, donc une CRP qui est augmentée sans qu'il y ait forcément de sepsis. On sait que cette CRP est significativement plus élevée à J1 qu'à J0, avec un petit p inférieur à 0,01. Et on sait également que cette CRP est significativement plus élevée chez les césariennes que chez les accouchements par voie basse. Concernant le lactate, qui était l'outcome principal de cette étude, on a la distribution du lactate avec une boîte à moustache. Il y avait une médiane retrouvée. Donc, je vous rappelle que le lactate a été mesuré soit au moment le jour de l'accouchement ou jusque dans les 24 heures après. On avait une médiane à 1,8 mmol pour des extrêmes allant de 0,4 à 5,4. On sait que du coup il y avait 522 patientes, donc 40%, qui ont un lactate supérieur à 2 mmol, en sachant que 2 mmol est le cutoff qu'on utilise habituellement pour parler de choc septique chez les patients qui sont en sepsis. Et une petite partie, donc 4,7%, et 60 patientes, qui avaient un taux de lactate supérieur à 4. Si on observe maintenant les critères de jugement secondaire, donc ils se sont intéressés au taux de lactate en fonction du mode d'accouchement. De gauche à droite, on a la césarienne programmée, la césarienne en urgence, l'accouchement par déclenchement et l'accouchement par instrumental et l'accouchement spontané naturel. Donc pour l'accouchement par voie basse, on a une médiane du lactate à 1,9 et pour la césarienne 1,6. Il y a une différence significative entre les deux. Donc on peut le comprendre, puisque l'accouchement par voie basse, la parturiente a plus de contractions et donc forcément plus de lactate dans le sang. Et concernant le lactate entre J0 et J1, on remarque qu'il y a une différence significative entre J1 et J0. Donc un lactate est censé régresser, dès le premier jour est censé régresser. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'un lactate qui reste élevé entre J0 et J1, c'est de mauvais augure, ou un lactate qui augmente, c'est qu'il faut investiguer davantage. Une autre étude qui s'est intéressée aux intervalles de lactate, cette fois-ci c'est une méta-analyse de 22 études englobant 1200 patientes, encore une fois des grossesses physiologiques. Donc les résultats de cette étude corroborent un peu, vont dans le même sens que celle d'avant, c'est-à-dire que pendant la grossesse, les taux de lactate étaient comparables à la population générale. Pendant le travail, on avait toujours un taux de lactate intermédiaire, entre 2 et 4 mmol, et en péripartum précoce, c'est-à-dire que vraiment au moment de l'accouchement, ou juste après l'accouchement, on peut dépasser 4 mmol par litre. Je vous ai mis les 4 études qui se sont intéressées notamment au lactate pendant l'accouchement, et on voit bien que leurs taux de lactate peuvent même atteindre 8 mmol. Donc nous avons parlé du lactate chez les femmes enceintes, donc sans sepsis, et maintenant, pour parler du lactate associé au sepsis chez les femmes enceintes, on va se baser sur cette étude observationnelle de cohorte prospective entre 2017 et 2018 qui ont mesuré les lactates à J0, J1 et J2 chez 63 femmes enceintes ou qui étaient en postpartum ou qui étaient dans les 2 semaines après une IVG et qui avaient un QSOFA supérieur qu'à la 2, donc des femmes chez qui on suspectait un sepsis. Le but de cette étude étant d'étudier la corrélation entre les taux de lactate et le possible sepsis. Donc, dans les résultats, on a déjà un taux de lactate qui est clairement différent entre les femmes qui vont finir en soins intensifs et celles qui ne vont pas finir en soins intensifs. Donc, il y a une différence entre le lactate sanguin, qu'on peut voir ici sur le tracé en bas. Il y a également une différence significative entre le lactate sanguin entre les survivants et les dames qui sont décédées durant cette étude, donc 3,79 versus 7,3. Toujours dans cette même étude, un autre tableau qui va dans le même sens. Donc une différence significative des lactates à 48 heures après l'inclusion, 7,38 versus 3,13. Donc comme on disait tout à l'heure, lactate qui reste élevé jusqu'à 2 jours après la suspicion de sepsis ou 2 jours après l'accouchement, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut investiguer.
Donc toujours dans cette même étude, ils ont alors utilisé un seuil différent, ils ont utilisé 3,8 mmol par litre comme seuil, et ils ont fait des courbes ROC pour voir ce que ça donnait entre sensibilité et spécificité, notamment pour évaluer le transfert en soins intensifs ou la mortalité. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'en utilisant 3,8 mmol par litre, un seuil de 3,8 mmol par litre, on avait une sensibilité de 84% et une spécificité de 68% pour prédire l'admission en soins intensifs. Il faut savoir que sur cette étude, dans les 63 femmes qui ont été incluses, la moitié ont fini en soins intensifs, un tiers sont décédés. Donc c'était des femmes qui avaient des sepsis assez sévères. Par contre, l'utilisation du lactate pour prédire la mortalité dans cette étude n'était pas convaincante. Donc en utilisant cette fois-ci un cutoff de 4 mmol par millilitre, on arrive à avoir une différence significative sur la plupart des outcomes maternels. Donc on arrive à être discriminant sur l'admission en soins intensifs, sur le nombre d'organes défaillants, sur la durée d'hospitalisation. Enfin, dernier point intéressant sur cette étude, ils se sont aussi intéressés à la clairance du lactate en comparant notamment le ratio 48 heures sur 0 heure, donc 0 heure c'est l'inclusion, et en fait on se rend compte qu'il y a une différence significative entre les femmes qui sont décédées et celles qui ne le sont pas, dans le sd'une où si le lactate augmente, c'est un fort risque de décès maternel, et s'il diminue, bah, c'est plutôt en faveur d'une augmentation de la survie. Donc pour conclure sur le lactate pendant la grossesse, donc OT1, OT2, OT3, est comparable à la population générale, on peut s'y fier. Par contre, au moment du travail obstétrical, on peut différencier 3 types de patientes. Les patientes qui ont moins de 2 mmol par litre, donc c'est en défaveur d'un sepsis, parce que déjà si elles sont en travail, et en plus de ça, s'il y a un sepsis ajouté et elles ont moins de 2, c'est qu'a priori on peut être rassuré. Si elles ont un taux de lactate entre 2 et 4 mmol, c'est non interprétable en l'état. Il faut faire un nouveau prélèvement à 24 heures maximum, et on peut le refaire avant si on a une suspicion clinique forte. Si on est supérieur à 4 mmol par litre et qu'il y a en plus des signes de sepsis, il faut considérer le lactate comme une conséquence du sepsis et non pas forcément du travail obstétrical. Donc avoir une attitude proactive, traquer le sepsis, faire tous les examens nécessaires pour trouver la cause et mettre en place un type de thérapie. Nous allons maintenant parler de la procalcitonine. Donc la procalcitonine, c'est un polypeptide de 116 acides aminés. C'est la prohormone de la calcitonine. C'est un polypeptide qui a une sécrétion neuroendocrine au niveau du poumon, thyroïde, foie, aussi les monocytes. C'est une molécule qui est stockée dans des granules de sécrétion dans toutes les cellules de l'organisme. Toutes les cellules de l'organisme en ont. Et en fait, elle va être utilisée par la thyroïde pour synthétiser de la calcitonine qui, elle, a un rôle dans le métabolisme phosphocalcique. Sa physiopathologie, c'est que dérive du fait qu'elle est inductible par les interleukines 1, le TNF-alpha, l'interleukine 6 également, et tout un tas d'autres endotoxines bactériennes. Et le fait qu'elle soit présente dans toutes les cellules du corps fait qu'elle est mobilisable rapidement et que du coup c'est une des marqueurs de l'inflammation la plus précoce qu'on a aujourd'hui. Et elle est inhibée par l'interféron gamma qui lui est un médiateur de l'infection virale. Donc elle a un tropisme plutôt bactérien, c'est pour cela qu'on l'utilise également en réanimation pour faire la part des choses entre une inflammation bactérienne ou virale. Donc le rôle de la PCT dans l'inflammation est encore pas très bien connu, on ne sait pas trop si c'est un médiateur de l'inflammation ou juste un marqueur. Donc je vous ai mis un graphique qui représente du coup la cinétique de sécrétion de la PCT et de la CRP. On voit bien que la PCT commence à être détectable dans le sang dès 3 heures. Elle a un pic de sécrétion aux alentours de 10 heures, donc très précoce, et elle décroche bien avant la CRP. Je vous ai mis ici des cut-offs qu'on utilise. Enfin, il y a énormément de cut-offs qui ont été étudiés dans la littérature sur la PCT, notamment en réanimation. C'est un exemple de cut-off qu'on peut retrouver. On a un seuil donc, de valeur normale qui est de 0,05 nanogrammes par millilitre, donc c'est normal d'avoir un petit peu de PCT dans le sang puisque les cellules du poumon les sécrètent en permanence. Le seuil qu'on utilise actuellement souvent en réanimation, donc, qui a été beaucoup étudié, c'est celui de 0,25 qui permet de faire la part des choses notamment entre bactéries, infections bactériennes ou virales.
Après, les seuils qui sont plus, on va dire, plus vérifiés, c'est ceux qui sont supérieurs à 2 et supérieurs à 10 nanogrammes par millilitre, où là, on est sur des sepsis avérés, voire des chocs septiques pour le seuil de 10. Donc, procalcitonie et grossesse. Donc, première étude, une étude transversale de 323 femmes donc enceintes avec une mesure de la PCT à chaque trimestre. Donc, cette étude qui a été publiée dans Clinica Chimica Acta calcule des intervalles de référence de la procalcitonie et il se trouve que l'intervalle, le seuil supérieur retrouvé était de 0,05 nanogrammes par millilitre, donc comparable à la population générale. Donc, la procalcitonie peut être interprétée comme pour les femmes qui ne sont pas enceintes, au T1, au T2 et au T3. Voici maintenant une méta-analyse qui a étudié les taux de procalcitonie pendant la grossesse. Donc une méta-analyse de 21 études, 1242 patients. Ils ont étudié la PCT chez 3 groupes de patientes, celles donc, en grossesse en dehors du travail, celles qui sont en grossesse physiologique pendant le travail, et celles qui ont une rupture prématurée des membranes, sans signe clinique de choriométisme. Donc, au cours d'un travail physiologique, les valeurs de PCT sont difficilement interprétables. On voit bien que c'est assez hétérogène. Et donc, dans cette méta-analyse, en calculant le seuil supérieur, ils se sont retrouvés avec un seuil de 0,259, donc juste un peu au-dessus du seuil de 0,25 qu'on utilise habituellement. Donc, on peut en déduire que la PCT est difficilement interprétable au cours du travail, ou du moins qu'il faudrait réfléchir à des seuils différents, des nouveaux cut-offs adaptés notamment à la maternité. Au cours de la rupture prématurée des membranes, là, la PCT est bien au-dessus des seuils. Hein. On a un intervalle calculé qui peut atteindre jusqu'à 1,292 nanogrammes par millilitre, ce qui pose problème puisque la rupture prématurée des membranes est un des facteurs de risque majeurs de choriométite, et donc c'est un facteur de risque majeur également de sepsis. Donc, beaucoup d'études se sont intéressées à ce sujet, à savoir est-ce que la procalcitonie peut prédire ou non l'arrivée de choriométite. C'est assez mitigé, la majorité des études prouvent que non. Après, il n'y a pas encore vraiment d'études prospectives dans des grands centres multicentriques. Et d'ailleurs, pour la prédiction de la choriométite, le peu d'études qu'il y a ont comparé PCT et CRP, et la CRP a tendance à faire mieux. Donc, si on parle maintenant de la PCT pendant le sepsis et voir comment est-ce qu'elle est corrélée au sepsis ou pas et comment on peut l'interpréter, on va se baser sur une étude prospective 4 témoins, 40 parturientes en postpartum, enfin dans les 6 semaines postpartum ou dans les 2 semaines post-IVG, contre 40 parturientes en bonne santé. L'outcome était donc la PCT à l'inclusion, et ils ont exclu les dames qui ont des troubles hypertensifs, des ruptures prématurées des membranes, des cirrhoses, des tumeurs malignes pulmonaires, puisque tout cela peut être des facteurs confondants à la PCT. Donc, est-ce que la PCT est un marqueur diagnostique fiable dans ce cas-là? Donc, on retrouve une PCT moyenne à 2,46 nanogrammes par millilitre chez les femmes qui étaient dans le groupe sepsis, et chez les femmes qui étaient chez les témoins, 0,091. Donc, il y avait une différence significative entre les deux, et eux, ils ont utilisé un seuil de 0,125, qui n'explique pas d'ailleurs, c'est un seuil que j'ai retrouvé que dans cette étude-là, mais avec ce seuil-là, ils ont une sensibilité de 67% et une spécificité de 82%. Et donc, si on s'intéresse aux critères de jugement secondaire, donc la PCT pour prédire la sévérité du sepsis, là, pour le coup, on a une PCT moyenne à 3,12 chez les femmes qui ont des sepsis sévères. Dans cette étude-là, les sepsis sévères étaient considérés en fait comme ayant au moins une défaillance d'organe, donc ce qui correspond chez nous à la définition actuelle du sepsis. Et les sepsis non sévères, c'était des femmes qui avaient des marqueurs, qui avaient une clinique évocatrice d'un syndrome inflammatoire, d'une infection, mais qui n'avaient pas réellement de défaillance d'organe. Donc il y avait une différence significative, mais un seuil qui n'est pas utilisable. Il n'y avait pas de différence significative par contre entre le groupe des dames qui avaient une culture positive à la bactério versus celles qui n'en avaient pas. Donc pour finir, les messages qu'il y a à retenir concernant le sepsis et la femme enceinte, c'est que la première difficulté dans cette thématique, c'est de penser au sepsis. On remarque d'ailleurs que les facteurs de risque du sepsis sont assez similaires avec ceux de l'hémorragie du postpartum. Donc on peut se dire que dès qu'on pense à l'hémorragie du postpartum, il faut se dire que cette femme-là, potentiellement, peut faire un sepsis. Pour résumer, pendant la grossesse, on peut utiliser la CRP, les lactates et la PCT, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À partir du moment où il y a une rupture prématurée des membranes, on va privilégier plutôt les lactates et la CRP. La PCT ne sera pas interprétable à moins qu'il y ait un vrai contexte clinique évocateur et une PCT au plafond.
Pour ce qui est du travail, la CRP est pas très bonne pour prédire un sepsis. Les lactates peuvent être utilisés à condition d'utiliser un seuil modifié, comme on a vu, 4 mmol par litre est un bon seuil. Pour la PCT également, on peut utiliser un seuil modifié, soit on peut partir sur le seuil de 2 plutôt que celui de 0,25, qui est beaucoup plus discriminant. Pour ce qui est du postpartum, à partir donc après les 24 premières heures, les lactates et la PCT redeviennent normalement interprétables. On sait que le lactate, normalement, est censé rentrer, chez les sportifs, ça a été étudié surtout chez les sportifs, entre 30 minutes et 1 heure, on peut retrouver un taux de lactate normal. Dans le contexte obstétrical, ça n'a pas été étudié, la décroissance du lactate après l'accouchement, mais les études tendent à dire qu'après 24 heures, on peut l'utiliser. La CRP, pour le coup, en postpartum, précoce, non, mais dans le postpartum un peu plus, plusieurs jours après, on peut de nouveau l'utiliser. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment de l'accouchement, ça veut dire vraiment si on fait des prélèvements dans l'heure précédant l'accouchement ou dans l'heure suivant l'accouchement, les marqueurs ne sont pas du tout interprétables. Ni le lactate, ni la PCT, ni la CRP, ils seront tous élevés. Merci de votre attention.